Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel à l'occasion du 24e anniversaire de l'intronisation du roi Mohammed VI. En cette occasion, nous recevrons plusieurs invités pour parler des grandes réalisations enregistrées dans le royaume durant cette année écoulée. Au niveau interne, le Maroc, sous l'impulsion du roi Mohammed VI, a poursuivi et consolidé d'ambitieux programmes de réforme, d'investissement, de politique sociale, d'infrastructures, d'équipements industriels et d'énergie renouvelable. Ces initiatives pourraient prendre du temps pour porter leurs fruits, mais nous verrons que les signes positifs, annonciateurs de progrès et de transformation, sont déjà bien visibles. Sur le plan international, la spectaculaire envolée des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires a eu un fort impact sur l'économie mondiale et le Maroc n'y a pas échappé. Les défis en matière de politique étrangère ont incité le royaume à adopter une combinaison constante d'équilibre et de réalisme sous la conduite du roi Mohammed VI, qui croit profondément au canaux du dialogue et du consensus. Outre son appel fraternel adressé dans son dernier discours du trône à l'Algérie et à son peuple pour ouvrir une nouvelle page dans les relations séculaires entre les deux pays, le roi a exhorté les partenaires traditionnels du Maroc, que sont la France ou l'Union européenne, à clarifier leur position sur le dossier du Sahara, qui est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Quant à Israël, une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui dans ses relations avec le Maroc, qui continue de soutenir les droits du peuple palestinien, alors que les relations entre Rabat et Washington sont plus que jamais solides. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un groupe de spécialistes qui connaissent bien le Maroc et les États-Unis et les relations étroites qui les unissent. Avec nous sur le plateau, Madame Bonnie Glick, qui dirige Glick Center for Technical Diplomacy à l'université Purdue, un centre bipartite à l'intersection de la politique étrangère et de la technologie. Bonnie Glick a été directrice adjointe de l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Elle y a supervisé plusieurs programmes d'aide internationale à travers le monde. Nous serons également rejoints par Jason Greenblatt, avocat et investisseur. Il a été le représentant spécial des États-Unis pour les négociations de paix internationales de 2017 à 2019 et avec Jared Kushner a été responsable du plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient. Autre invité pour cet épisode exceptionnel, Hamza Al-Anfassi. Il est journaliste et chercheur spécialisé dans la politique arabe, la démocratie, l'islam politique et les politiques économiques en Afrique et au Moyen-Orient. Merci à tous d'être aujourd'hui parmi nous. Mais commençons, comme c'est la tradition, avec notre chroniqueur George Landreth. George, j'aimerais que vous nous rappeliez l'épisode de la fête du trône 2022 et je voudrais que nous nous remémorions les moments phares du dernier anniversaire. Écoutez, je crois que la Coupe du Monde a été un événement majeur. Bien qu'il s'agisse que d'un sport, cet exploit qui est le fruit de la vision clairvoyante du roi Mohammed VI a eu un retentissement planétaire. En jetant un coup d'œil sur les différentes initiatives entreprises par le souverain, vous constaterez qu'elles ont été développées et conçues spécifiquement pour améliorer la vie des Marocains. Il est tout à fait clair que la vision royale met le citoyen marocain au cœur de ses préoccupations. L'autre chose intéressante est que tout au long de son règne, le roi a mené des réformes majeures qui ont débouché sur des transformations profondes dans de nombreux domaines. Il est communément admis que le Maroc, grâce au leadership royal, aborde avec détermination des questions telles que la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la position du Maroc dans la communauté internationale, tout en menant des réformes politiques et constitutionnelles audacieuses. In the international community and on the world stage. And he's made these important constitutional political reforms as well. And what's interesting is in the process of doing that, he actually reduced in some regards his own power.
Le roi du Maroc a volontairement réduit certains de ses pouvoirs au profit du Parlement et des instances issues des urnes. Il s'agit d'une approche vraiment intéressante. D'ailleurs, l'un des modèles à travers l'histoire a été le président George Washington, qui n'a accepté la charge du pouvoir qu'avec réticence et uniquement pour contribuer au développement de son pays. Je vois des similitudes chez le roi Mohammed VI et c'est peut-être une des raisons de son succès. Lorsque le leadership est davantage axé sur le bien commun, il récolte de bien meilleurs résultats. And so whether you're looking at things like terrorism or the regional conflicts and Algeria you referenced and the Polisario. Tout cela semble évident sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la gestion des conflits régionaux. Malgré tous les obstacles, le Maroc a su gérer la crise du Covid-19 en s'appuyant sur ses propres moyens. Il a donné un bel exemple d'unité d'organisation et de mobilisation. L'approche adoptée par le Royaume s'est distinguée par son caractère proactif, sa cohérence et sa globalité. Sous la conduite du roi Mohammed VI, le Maroc a géré cette épreuve avec détermination, sérénité et sagesse. Oui, c'est bien vrai. Permettez-moi de parler de l'avenir proche. Nous sommes en juillet 2023 et j'aimerais me projeter en 2024. Nous livrons chaque année à cet exercice en essayant d'imaginer le futur par rapport à nos attentes. En fait, l'un des avantages d'un leadership avisé est d'avoir une vision clairvoyante de l'avenir. Nous avons vécu récemment un scénario qui ressemblait à une tentative de coup d'État en Russie. Tout le monde en a conclu que Poutine était affaibli. On a vu comment les États-Unis ont modifié leur position vis-à-vis de la Chine. Nous avons vu également dans quelle mesure l'Arabie saoudite s'est réconciliée avec l'Iran. Alors qu'au contraire, au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien connaissait un nouvel embrasement. Alors, selon vous, à quoi devons-nous nous attendre au cours de l'année à venir? Quelles seront les grandes avancées et aussi les défis auxquels le Maroc sera confronté? C'est une question intéressante. J'aimerais avoir une baguette magique pour pouvoir prédire l'avenir. Je crois que le leadership est très important. Ce qui est sûr, c'est que le Royaume du Maroc a un grand dirigeant et cela aide à surmonter toutes les difficultés que vous venez d'évoquer. Je pense que si vous jetez un coup d'œil sur la scène internationale, le roi Mohammed VI a prouvé qu'il était toujours là lorsque le monde est confronté à des problèmes. Je pense également que le monde entier comprend que la sagesse a depuis toujours été la devise de la politique du Royaume du Maroc et le discernement du souverain a toujours donné de nombreuses leçons aux autres. On voit bien que certaines puissances voisines sont incapables de trouver des solutions à la différence du roi Mohammed VI, qui incarne toutes les qualités, la pondération et le leadership régional. Gaddafi never was, right? Because of the different styles of leadership and the different approaches. So I really see. Je vois le Maroc comme un atout très précieux dans un monde instable et complexe. Je pense que le Royaume joue un rôle très positif à cet égard. J'aimerais vraiment pouvoir prédire l'avenir avec plus de précision, mais je suis convaincu que le leadership du roi Mohammed VI est précieux et déterminant, non seulement pour le peuple marocain, mais pour la région tout entière. Je vous remercie, Georges, pour cette lecture. Et je me tourne à présent vers nos invités, Hamza El-Anfassi et Bonnie Glick. Bonjour à vous. Alors, je suis content que vous soyez de retour aujourd'hui parmi nous. Soyez tous deux les bienvenus. Et je vais commencer, si vous le permettez, avec Bonnie Glick. Alors, vous savez très bien, de par votre ancien poste au sein de l'USAID,
que des économies aussi prometteuses que celle du Maroc sont confrontées à de grands défis. Il y a l'instabilité régionale et les événements que nous avons vécus l'année dernière ne facilitent certainement pas les efforts du roi Mohamed VI. Nous avons été soumis à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, ce qui a ralenti la croissance mondiale. Tout cela est venu s'ajouter aux répercussions de la pandémie Covid-19. Cependant, malgré tous ces aléas, on constate que le Maroc a su relever ces défis avec brio, car le marché du travail, le tourisme, la croissance économique sont bien repartis. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'a fait le Maroc pour éviter de sombrer dans les crises que connaissent ses voisins, que sont la Tunisie et l'Égypte. C'est une excellente question, Adam. Vous savez que tous ces facteurs que vous venez d'évoquer peuvent faire reculer n'importe quel pays. La vérité est que la présence de ces catastrophes dans des pays voisins a clairement mobilisé les dirigeants du Maroc. Le Maroc et les Marocains, comme vous avez dit, ont survécu aux lourdes pertes causées par la crise liée au Covid-19. D'ailleurs, l'une des choses importantes que le roi Mohamed VI a faites a été de débloquer un investissement de 5 milliards de dollars lors du déclenchement de la pandémie. À contexte exceptionnel, fonds exceptionnels. Le roi Mohamed VI a ainsi ordonné la création immédiate d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus. Un fonds qui a financé la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical en termes d'infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l'urgence. Les directives de Sa Majesté d'investir dans la santé publique ont permis de réduire considérablement l'impact de la pandémie au Maroc. Le roi a décidé et supervisé la mise en œuvre de nombreuses réformes importantes visant à faire du Maroc un cadre idéal pour les investissements et les projets économiques. Ce ne sont pas des décisions faciles et le contexte a clairement imposé des sacrifices. Et dans ce contexte, les États-Unis ont tenu à rappeler à tous leurs alliés clés dans le monde que les décisions prises aujourd'hui ont des implications importantes pour l'avenir. Et Dieu merci, les relations entre le Maroc et les États-Unis sont fondées sur des bases solides qui reposent sur une amitié séculaire et un partenariat stratégique constant. Je vous remercie, Bonnie. Nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous discuterons plus en détail des performances de l'économie marocaine et de la politique du roi Mohamed VI. Restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui, produit à l'occasion de la célébration de la fête du trône, porte sur les importantes réalisations accomplies sous le règne du roi Mohamed VI. Hamza, nous venons d'entendre Bonnie qui nous a exposé la façon dont le Maroc avait réussi à faire face à des crises économiques sans précédent à l'échelle internationale. Le Maroc devrait connaître en 2023 et 2024 une croissance économique légèrement supérieure à la moyenne de la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Le produit intérieur brut marocain devra en effet progresser de 3,1% cette année et de 3,3% en 2024. Sur le volet de l'emploi, le ministre marocain de l'Industrie a annoncé la création de 100 000 postes dans le domaine industriel et le pays est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 400 000 emplois industriels. Ce sont de bons chiffres. Alors, quel est le secret? Quelle est la stratégie politique en matière d'emploi? Croyez-vous que les succès dans ce domaine vont se poursuivre? Vous êtes optimiste? Do you see them as sustainable? And are you optimistic about the future? Absolutely. So I think we need to put these numbers in perspective. Absolument. Et je crois qu'il faut regarder au-delà de ces chiffres. En fait, le Maroc et le monde viennent de sortir d'une pandémie mondiale. Selon les estimations de nombreuses institutions internationales, le Royaume a pu affronter la pandémie d'une manière quasi idéale.
La courbe de décès au Maroc a été l'une des plus basses dans le monde pendant la pandémie. Cela n'est pas sorti de nulle part. Ces résultats sont dus à certaines décisions proactives, des mesures sanitaires efficaces, une généralisation de la protection, une course pour les vaccins et un leadership diplomatique. Depuis le début de la pandémie, le Maroc s'est distingué à l'échelle mondiale. Une réussite rendue possible grâce à la clairvoyance du roi Mohamed VI, qui a su transformer la pandémie en opportunité pour la nation marocaine. Le Maroc est en train de devenir un pays de référence pour les constructeurs automobiles. En effet, les investissements massifs dans le développement des marques déjà implantées ont contribué à en faire un pays attractif pour les constructeurs, tant pour les tests que pour la production. Le Maroc est de plus en plus présent sur la scène internationale de l'industrie automobile. En outre, le Maroc a élaboré une stratégie nationale pour l'efficacité énergétique grâce à la vision de Sa Majesté qui a lancé en 2009 les plans solaires et éoliens. Le Maroc s'est engagé dans une transition énergétique qui peut apporter des bénéfices importants pour l'économie, la société et l'environnement. Bien, c'est très intéressant. Je constate, et ce n'est pas un hasard, que Bonny et vous avez la même lecture pour expliquer les succès engrangés au Maroc, à savoir qu'ils sont le fruit d'une stratégie planifiée de longue date et le résultat de politiques proactives pour répondre aux crises qui bouleversent les grands équilibres économiques. Autre élément important à l'actif du roi Mohamed VI, l'élargissement du rôle des femmes dans le domaine du travail et de la protection de leurs droits sociaux. D'ailleurs, il s'agit d'un aspect que vous connaissez bien, Bonny. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela est si important ? A country won't reach its full potential if 50% of the Écoutez, workforce aucun pays n'atteindra pleinement ses objectifs si 50% de sa main-d'œuvre est marginalisée. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a placé la cause de la femme parmi les priorités des réformes institutionnelles au Maroc. C'est d'ailleurs le secret pour maintenir le Maroc à l'avant-garde des pays concernés par ces questions-là qui préoccupent le monde aujourd'hui, telles que les STEM, la science, l'ingénierie, la technologie ou encore les mathématiques. Un leader qui ne met pas l'accent sur l'égalité dans l'éducation des jeunes et l'encouragement des femmes voue déjà son pays au déclin. By doubling down on female participation in schools, His Majesty is ensuring a well-trained workforce. His Majesty has also instituted additional innovations. Le roi Mohamed VI a ainsi veillé à l'émergence des mourchidettes dans l'espace religieux marocain. C'est la reconnaissance inédite du rôle religieux d'éducatrices de femmes dans la sphère publique. Elles sont présentées par l'État comme un des vecteurs de diffusion d'un islam marocain moderne. Il s'agit vraiment d'une approche proactive d'un roi à l'échelle du XXIe siècle. J'ai bien aimé l'expression « une approche proactive d'un dirigeant du XXIe siècle ». Hamza, à propos d'approche proactive, le gouvernement Akhnouch, nommé par le roi, ainsi d'ailleurs que les gouvernements qui l'ont précédé, a pris des mesures globales et ambitieuses, telles que la généralisation de la protection sociale ou le plan pour renforcer la souveraineté technologique sur les infrastructures au Maroc.
Déjà, avant la pandémie de Covid-19, nous évoquions dans le cadre de cette émission le programme marocain pour la généralisation de l'accès à des soins de santé de qualité et nous en avons vu les résultats pendant la crise sanitaire. Alors en tant que chercheur en politique économique, éclairez-nous sur le temps nécessaire pour commencer à voir les résultats de plans de cette envergure. Et que répondez-vous à ceux qui n'ont pas assez de patience? Cela constitue ce que l'on appelle les grands chantiers qui refaçonnent le pays et toute personne ayant vécu au Maroc au début du règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI peut constater d'une manière claire les effets des projets d'infrastructure depuis son accession au trône. On parle d'un vaste réseau routier qui a été mis en place. Aujourd'hui, le royaume compte plus de 1800 km d'autoroutes. Nous avons le port Tanger Med qui poursuit son irrésistible ascension dans le classement des plus grands ports du monde. Tanger Med assure des liaisons régulières vers plus de 180 ports et 70 pays sur les 5 continents. Nous avons vu les investissements réalisés dans le secteur de l'éducation, le secteur industriel, l'énergie propre, les chaînes d'approvisionnement et la liaison du Maroc à l'économie mondiale via le port de Tanger Med. De ce fait, je pense que les projets d'infrastructure sont liés à tous les autres éléments que nous avons évoqués tout à l'heure. D'un point de vue global, on voit que le Maroc avance résolument vers le progrès. Et cela nous ramène à ce que Boni soulignait à propos du maintien d'un leadership stratégique. Alors, Boni, justement, on a parlé des grands chantiers, de la parité homme-femme, et du domaine de la santé publique. Il y a en fait une autre priorité qui est centrale et directement liée à tous ces domaines et qui est l'encouragement à l'investissement public et privé au Maroc. Le gouvernement a pris des décisions pour réduire les impôts, développer des mécanismes de financement des énergies renouvelables, libéraliser le secteur agricole et, plus important encore, réduire les obstacles aux échanges commerciaux, ce qui a entraîné une augmentation notable du nombre d'entreprises enregistrées au Maroc. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que toutes ces mesures sont suffisantes et que faudrait-il éventuellement ajouter? Libérer le secteur économique, Adam, c'est tout simplement ma devise. Il s'agit d'une approche qui mène définitivement à la croissance économique. La libéralisation économique, d'ailleurs, a placé le Maroc au premier rang des économies africaines. Les réductions au niveau des impôts stimulent les investissements et apportent surtout beaucoup plus de capitaux. En plus, l'investissement au niveau des énergies renouvelables au Maroc a augmenté de manière significative et la libéralisation du marché agricole a, elle, permis aux agriculteurs marocains de meilleurs rendements, mais aussi d'ouvrir de grands marchés et offre plusieurs opportunités commerciales. Bien évidemment, la simplification des procédures et des contraintes bénéficie à toutes les entreprises partout au Maroc, quelle que soit leur nature. En fait, de nombreuses industries au Maroc nécessitent une implication gouvernementale. Dans des domaines tels que les opérations minières, le secteur portuaire et la perception des impôts, qui pourraient avoir des conséquences directes et négatives pour l'économie si elles ne sont pas réglementées. Cependant, l'approche du laisser-faire, laisser-passer et la libéralisation du marché profitent à l'économie marocaine car les marchés ouverts permettent aux producteurs plus de profits et ça leur permet d'augmenter les salaires de leurs travailleurs et d'atteindre un meilleur équilibre au niveau de l'économie.
Je peux dire que les réformes économiques menées par le roi Mohammed VI ont clairement démontré la différence entre les économies libres, comme l'économie américaine, et les économies dirigées par des gouvernements comme la Chine. Les marchés libres sont plus productifs et ont flux plus libre des marchandises, mais aussi un rationnement clair des échelles de profit et de pertes, ce qui permet plus d'initiatives et de bonnes idées qui fleurissent sans l'intervention du secteur public gouvernemental, et c'est très positif. Alors, notre discussion d'aujourd'hui met en lumière l'ampleur des défis auxquels est confrontée l'économie marocaine et les enjeux de son intégration dans le commerce international. Une économie qui a réussi à s'adapter grâce à une vision clairvoyante et à une stratégie efficace. Il est certes naturel de rencontrer des obstacles, mais la question est de savoir s'il existe une vision et une stratégie pour faire face aux moments difficiles afin de poursuivre sur la voie vers un avenir prospère, ce que nous voyons clairement au Maroc. Alors, juste après une courte pause, nous aborderons le sujet des relations internationales. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la célébration de la fête du trône et porte sur les grandes réalisations accomplies sous le règne du roi Mohammed VI. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir en visioconférence Jason Greenblatt qui se joint à nous depuis son domicile dans le New Jersey. Bienvenue parmi nous pour cette émission spéciale. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous, Jason. Vous qui avez eu la chance de visiter le Maroc et de voir de près tout ce qui s'y passe, faites-nous part de vos sentiments en cette heureuse occasion. Tout d'abord, je tiens à adresser mes félicitations sincères et cordiales au peuple marocain lors de cette fête du trône. Il s'agit de l'occasion du 24e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. À travers tout ce que j'ai lu et vu pendant que j'étais à la Maison-Blanche, le peuple marocain a bénéficié ces dernières années de nombreux avantages en termes de progrès, de droits des femmes, de développement et de transformation sociale, et je suis ravi de tout cela. Je crois aussi que les relations entre les États-Unis et le Maroc sont solides, séculaires et durables. Une forte amitié s'est créée entre le Royaume et les États-Unis depuis 1777, lorsque le Maroc fut le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine en ouvrant ses ports aux États-Unis. De plus, ces relations sont restées fortes non seulement à l'époque du président Donald Trump, mais aussi à l'époque du président Joe Biden. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle. Vous êtes de confession juive, attaché aux enseignements de votre religion, et le Maroc, comme chacun sait, est un modèle unique de coexistence entre les religions. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, il faut remonter à l'époque du grand-père de Sa Majesté le roi Mohammed VI pendant la Seconde Guerre mondiale. En plein holocauste juif, le roi Mohammed V assurait la protection des Juifs et je pense que ceux qui connaissent l'histoire du Maroc ont des sentiments particuliers pour le royaume et pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est le digne descendant de son illustre grand-père. Je crois que bien avant la signature des accords d'Abraham qui ont reconfiguré les rapports au Moyen-Orient, la relation entre les Juifs et le Maroc est séculaire. En fait, les Juifs marocains vivant en Israël ont conservé des sentiments très forts à l'égard du Maroc, ainsi d'ailleurs que beaucoup de Juifs américains qui partagent les mêmes origines. J'espère que beaucoup d'entre eux visiteront le Maroc pour mieux connaître l'histoire juive sous la dynastie alaouite et ainsi mieux comprendre le Maroc d'aujourd'hui.
J'aimerais maintenant entendre l'avis de notre invité musulman. Hamza, vous avez grandi au Maroc Yes. et d'après ce que j'ai entendu, vous avez fait votre scolarité dans une école juive. Alors, on vient d'entendre les propos de Jason qui s'est rendu au Maroc en tant que responsable américain. Et je serais maintenant intéressé de connaître votre opinion en tant que Marocain ayant grandi dans cet esprit de coexistence. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? What does it mean to you? Yeah, I want to start by going back to what Jason was saying about. Je veux commencer par l'époque de Sa Majesté le roi Mohammed V, comme l'a dit Jason. Et je veux souligner une phrase qui exprime l'esprit de chaque citoyen marocain. Lorsque le régime de Vichy en France, sous la direction des nazis, a posé des questions sur le sort des Juifs marocains, alors Sa Majesté le roi Mohammed V a dit, je cite, « Nous n'avons pas de citoyens juifs, pas de citoyens musulmans. Nous avons que des citoyens marocains. » Fin de citation. C'était une incarnation de la relation qui a lié les musulmans et les juifs au Maroc pendant des centaines d'années, non seulement sous le règne du roi Mohammed V, mais les juifs étaient au Maroc depuis toujours. Il est communément admis que l'une des choses que les accords d'Abraham ont permis, c'est la possibilité de rétablir le contact entre les Juifs marocains en Israël et leur pays d'origine, le pays de leurs ancêtres. Il est vrai que les Juifs marocains conservent leurs traditions en Israël. C'est une bonne chose, mais c'est aussi mieux pour eux de venir au Maroc et de voir les synagogues dans lesquelles leurs ancêtres accomplissaient des prières, surtout dans la campagne du Maroc. Par exemple, ma mère est originaire des montagnes de l'Atlas, où il existe de nombreux villages qui sont un exemple d'amitié et de fraternité, y compris la ville de Demnat, une ville où le jour férié hebdomadaire est devenu le vendredi et le samedi. Le vendredi est pour les musulmans et le samedi est un jour férié pour les juifs. Cela montre d'une manière claire la tolérance, l'acceptation et la prévalence de la fraternité que nous vivons au Maroc depuis toujours. Bien, comme vous venez de le dire, au Maroc, le roi est le commandeur des croyants en référence aux adeptes des trois religions, pas seulement des musulmans, mais aussi des chrétiens et des juifs. Alors, permettez-moi maintenant, Jason, d'évoquer avec vous le volet diplomatique. Au cours de l'année écoulée, nous avons été témoins d'un renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et Israël dans divers domaines tels que la science, la technologie, la coopération militaire. Alors pourriez-vous nous dire ce que les accords d'Abraham ont pu apporter au raffermissement de cette relation bilatérale? Je suis très heureux, mais je suis également réaliste. Je pense que d'énormes progrès ont été accomplis. Je vois qu'Israël et les Émirats arabes unis, par exemple, ont fait d'énormes progrès dans le domaine des échanges commerciaux. Et il y a des progrès en cours entre Israël et le Bahreïn, et il y a beaucoup à faire. Au Maroc aussi, par exemple, on constate que les exigences de visa d'entrée ont été modifiées entre les deux pays, ce qui est une chose positive. Nous voyons de nombreux responsables israéliens visiter le Maroc pour développer des liens, et je pense qu'il y a beaucoup qui peut être fait. Il y a vraiment un énorme potentiel. Cependant, de manière réaliste, je comprends que chaque pays a son propre climat politique. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce que des miracles se produisent du jour au lendemain. Je vois que le Maroc fait de son mieux pour comprendre le climat politique qui prévaut, mais en même temps, il s'agit d'un pays signataire des accords d'Abraham, de la manière qu'il juge logique pour le Maroc et Israël. Des progrès moyennement longs sont réalisés, mais ils sont réguliers, donc je suis satisfait de ce qui a été fait. Certes, je comprends que de temps en temps, les progrès peuvent être plus longs, et je crois que le Royaume du Maroc et Israël continueront à faire inlassablement des progrès. Bonnie, Jason est un diplomate au vrai sens du terme. En effet, sous la direction de Benjamin Netanyahou, la politique menée par Israël est devenue un problème pour les États-Unis, le Maroc et d'autres alliés arabes. Qu'en pensez-vous?
Ce que je veux dire, c'est qu'il leur est devenu difficile de soutenir la politique de colonisation du gouvernement israélien. Revenant à ce que Jason vient de dire, qu'est-ce que tout cela implique pour les accords d'Abraham et plus généralement pour les relations des pays arabes avec Israël? C'est une bonne question, Adam, et je vais y répondre de manière diplomatique. Alors, l'une des choses incroyables à suivre entre Israël et le Maroc, ce sont les accords d'Abraham, le niveau de ces accords signés, de nombreux accords de coopération. Grâce aux accords d'Abraham, le Maroc et Israël développent leur partenariat en matière de technologie, de cybersécurité de défense, mais aussi de recherche scientifique, la culture, le tourisme, l'agriculture, sans oublier le dessalement d'eau, les soins, la santé et la sécurité. Par conséquent, comme l'a dit Jason, il est optimiste sur cette relation entre le Maroc et Israël, mais il est aussi réaliste, comme je le suis. Et en jetant un coup d'œil sur l'approche adoptée par l'administration Biden à l'égard de l'administration Netanyahou, vous verrez qu'elle est à l'encontre de ce qu'est l'esprit de la politique étrangère américaine, car notre politique étrangère est plutôt fidèle à la citation du grand sénateur feu Arthur Vanderberg. Je cite, « La politique s'arrête au bord de l'eau ». Fin de citation. Le président Biden et son département d'État ont permis à la politique intérieure des États-Unis de s'impliquer dans les relations entre Israël et les États-Unis. En général, nous ne commentons pas les élections libres et équitables dans les pays à moins d'une fraude ou d'une corruption. Les élections israéliennes qui ont vu la réélection de Netanyahou au poste de Premier ministre ont été libres et équitables, comme lui et ses partenaires de la coalition ont obtenu la majorité des voix. Des élections libres et équitables sont toujours des élections libres et honnêtes. Alors, avons-nous commenté la série de premiers ministres britanniques? Non, nous ne l'avons pas fait. Mais en ce qui concerne l'Arabie saoudite, il semble que l'administration Biden ait également quelques divergences avec la politique américaine habituelle. Bon, Jason, supposons que Donald Trump ou un autre républicain remporte la présidentielle de 2024 et qu'on vous demande de retourner travailler au sein de l'administration américaine. Alors, si un tel scénario devait se produire, qu'aimeriez-vous le plus réaliser au niveau des relations américano-marocaines? Écoutez, je voulais voir les États-Unis reconnaître le Sahara marocain comme une partie intégrante du Maroc plutôt qu'ils ne l'ont fait, et que les États-Unis reconnaissent que le Maroc est un partenaire solide comme Israël, les Émirats et d'autres dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que le Maroc a parfois tendance à jouer un rôle diplomatique discret, mais il ne devrait pas le faire parce qu'il est un partenaire majeur pour les États-Unis dans l'établissement de la paix et de la sécurité, non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Je voulais donc que les États-Unis encouragent le Maroc à jouer un rôle plus important plus tôt. Et j'espère que l'administration américaine actuelle reconnaîtra le rôle du Maroc et que les futures administrations américaines reconnaîtront le rôle crucial que joue le Royaume dans la lutte contre le terrorisme. Et je pense que chaque administration américaine devrait réaffirmer dès son premier jour la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Une lecture très intéressante de Jason Greenblatt, qui, je le rappelle, était en poste à la Maison-Blanche au service du président Donald Trump. Jason, qui souligne qu'aux États-Unis, nous n'estimons pas à sa juste valeur le rôle que joue le Maroc dans le soutien des intérêts américains. Un avis que je partage personnellement et sur lequel je tiens à mettre l'accent avant d'attaquer le dernier chapitre qui sera consacré aux relations maroco-américaines. Alors, restez bien avec nous.
Nous voilà de retour pour la dernière partie de votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à la célébration de la fête du trône. Alors Bonnie, vous venez d'entendre Jason et vous avez bien sûr votre propre opinion en tant que diplomate ayant servi dans l'administration Trump. Vous en savez très certainement beaucoup sur ce sujet. Ce qui est surprenant au niveau de la politique étrangère du président Biden, c'est qu'elle reste dans la continuité de celle de son prédécesseur à l'égard du Maroc. Il soutient la reconnaissance américaine de la souveraineté du royaume sur son Sahara et il soutient également les accords d'Abraham. De même, la coopération militaire se poursuit avec le Maroc, ce à quoi certains ne s'attendaient pas lorsque Joe Biden est devenu locataire de la Maison-Blanche. Alors, cela vous a-t-il surpris? Et quelle est votre interprétation de cette constance avec le Maroc? Adam, il est rare d'entendre des problèmes lorsque la stabilité et la cohérence prévalent en politique. Non seulement dans la politique étrangère du président Trump, mais aussi dans la stabilité des relations avec nos alliés tels que le Maroc, avec Israël, mais aussi la stabilité qui a longtemps caractérisé les relations américano-marocaines. En fait, nous avons avec le Maroc, en tant qu'allié majeur non membre de l'OTAN, une coopération en matière de défense, y compris les exercices militaires conjoints qui se poursuivent. We have Morocco as a major non-NATO ally, the defense cooperation, the joint military and joint training. Alors cela ne fait pas la une des journaux, mais l'une des leçons que nous pouvons peut-être tirer lors de la fête du trône, c'est qu'elle est une occasion importante de célébrer et de souligner l'importance vitale des relations entre le Maroc et les États-Unis. Très bien, Bonnie. Revenons à vous, Hamza. Le Maroc a une politique étrangère tout à fait singulière qui reflète sa position unique au monde. D'une part, le roi soutient le dialogue nord-sud. Mais il défend également les intérêts de l'Afrique en tant que puissance économique. En revanche, il est difficile de placer le Maroc dans la case des pays non alignés, car il entretient des relations stratégiques avec les États-Unis, ce qui en fait un allié majeur, non membre de l'OTAN, comme vient de le définir Bonnie. J'aimerais connaître votre opinion sur cette position si singulière du Royaume du Maroc. Je pense que cela découle de l'histoire singulière du Maroc, car le royaume est l'une des plus anciennes monarchies du monde. Et la famille royale au Maroc est l'une des plus anciennes familles royales du monde. Et par conséquent, elle possède ce que nous appelons l'autorité légale à laquelle on peut se référer. Le roi du Maroc sait bien coopérer avec les différentes puissances internationales et les changements diplomatiques, économiques et politiques dans le monde. De ce fait, le Maroc a bien géré la pandémie du Covid-19. Et en même temps, tout au long de son histoire, le Maroc est resté attaché à ses alliés et engagé au niveau de ses responsabilités. Par conséquent, le Maroc, dans ses relations avec les États-Unis, l'Union européenne et d'autres alliés, a continué à respecter ses engagements et ses priorités en matière de lutte contre l'extrémisme violent et l'immigration clandestine, et en préservant son rôle d'un partenaire commercial majeur. Parallèlement, les États-Unis et d'autres alliés se rendent compte que le Maroc entretient de bonnes relations avec la Chine et la Russie en essayant de répondre à ses responsabilités avec ses alliés. Le Royaume du Maroc pratique une politique étrangère indépendante. Et nous l'avons vu à maintes reprises avec Sa Majesté le roi Mohammed VI. Si vous le permettez, je voudrais citer un exemple concret, celui de la question du Sahara. L'année dernière, dans son discours du trône, le roi a tendu la main de l'amitié et de la concorde aux dirigeants et au peuple algérien. Mais cette politique de la main tendue n'a reçu pour toute réponse qu'hostilité et rejet de la part d'Alger. Alger qui se cramponne à des chimères alors que l'adhésion internationale au plan d'autonomie pour clore le différend du Sahara ne cesse de se conforter.
Alors, pourriez-vous nous parler de l'évolution des positions dans le monde vis-à-vis de la cause du Sahara marocain? Les États-Unis, comme chacun sait, soutiennent sans réserve le Maroc aux Nations Unies face à l'Algérie et au Polisario, qui bénéficient de leur côté du soutien de pays comme la Russie, l'Iran, le Venezuela et l'Afrique du Sud. Alors, à votre avis, que faut-il faire pour sortir de cette impasse? Tout d'abord, vous avez mentionné le contenu du discours royal lors de la fête du trône de l'année dernière. À cet égard, je veux souligner 2 points qui ont été mentionnés dans ce discours. Je pense qu'il s'agissait de 2 stratégies très importantes, car elles ont montré au monde que le Sahara est au cœur de tous les Marocains. La première chose que Sa Majesté le roi Mohammed VI a mentionné est que le Sahara est marocain, et le Maroc n'en discutera pas. Il négociera autour du sujet des Marocains détenus par l'Algérie aux champs de réfugiés dans de très mauvaises conditions. Sa Majesté a également déclaré que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. De ce fait, de nombreux pays européens ont remarqué que les Marocains considèrent la question du Sahara comme une cause nationale et non une question de régime, comme c'est le cas en Algérie, car le peuple algérien ne se sent pas lié à la question du Sahara, car ce n'est pas leur territoire, mais pour les Marocains, c'est une cause nationale qui concerne Sa Majesté et le peuple marocain. Bien que nous le considérions comme un territoire marocain, le Maroc fait preuve de souplesse dans sa volonté de régler la question du Sahara. D'autant plus, nous ne voulons pas que nos frères marocains au camp de Tindouf continuent à vivre dans ces conditions. Nous voulons trouver une solution permanente qui puisse être acceptée par toutes les parties. Bonnie, nous avons parlé de la politique étrangère du Maroc et des tentatives réitérées du roi et de la diplomatie marocaine pour renouer avec l'Algérie. Je voudrais maintenant voir tout cela du point de vue de Washington, qui a longtemps essayé de maintenir un équilibre dans ses relations avec le Maroc et l'Algérie. Mais Trump a fini par changer de cap en reconnaissant la marocanité du Sahara. Et depuis, l'Algérie a pris des positions extrêmes. Elle a reçu des drones de l'Iran, signé des contrats d'armement d'une valeur de 17 milliards de dollars avec la Russie, ce qui a poussé d'ailleurs le Congrès à évoquer la possibilité de sanctions à son égard. Mais rien n'y fait et les Algériens continuent de défier les résolutions du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi Washington est si indulgente envers l'Algérie. Si un autre pays avait acheté une telle quantité d'armes à la Russie ou travaillé en étroite collaboration avec l'Iran, il se serait exposé à de réelles sanctions. Alors combien de temps faudra-t-il pour que Washington se décide à hausser le ton ? It's a great question, and I'm not in the current administration, so I'm not privy to Question importante. Alors, je ne fais pas partie de l'administration actuelle et donc je ne suis pas liée par la vision de l'administration américaine concernant l'Algérie. Ceci étant, il s'agit là d'une question de responsabilité, car je suis sûre que les dirigeants algériens traitent avec des gouvernements plutôt louches. Comme vous venez d'évoquer, le monde libre n'est pas étonné de voir l'Algérie prendre des livraisons d'armes de l'Iran et de la Russie. De plus, l'Afrique du Sud a, elle, prouvé à maintes reprises qu'elle était hostile au Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara. Les Sud-Africains ont été tout simplement convaincus par l'Algérie. What should Morocco expect from Washington as it relates to the Sahara, as it relates to Algeria? I think this is a place where Washington can play a facilitating role. Je pense qu'il y a une opportunité ici pour Washington de jouer un rôle important en facilitant le dialogue, notamment en amenant les Européens à la table des négociations, en aidant nos amis de l'Union européenne, la France, l'Espagne et d'autres pays arabes à se convaincre que le moment est venu, comme on dit en anglais, le cheval a déjà quitté l'écurie. Quant à la question de savoir si le roi Mohammed VI exercera ou non sa souveraineté sur le Sahara, il s'agit là d'un sujet déjà tranché.
Et il est maintenant temps pour la communauté internationale d'envisager d'autres modèles que le modèle obstructif sud-africain. Et cela, comme a déclaré Hamza, affectera la vie des citoyens marocains afin qu'ils puissent vivre et bien vivre dans le Sahara marocain. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette émission. Nous avons abordé de nombreuses questions dans cet épisode. Nous avons parlé des performances économiques du Maroc, de ses relations avec ses voisins et avec les grandes puissances. En fait, nous analysons habituellement les questions marocaines du point de vue américain. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir avec nous deux responsables de l'administration américaine, que sont Bonnie Glick et Jason Greenblatt. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que si vous vous mettez dans la peau d'un responsable américain, vous vous retrouverez toujours à chercher la stabilité et la continuité dans vos relations avec les gouvernements et les dirigeants étrangers. Vous voulez connaître leur position, savoir qui ils soutiennent, où ils vont, et si vous pouvez compter sur eux, ce qui est clairement le cas du Maroc. Et c'est ce qui le rend différent et unique par rapport à de nombreux pays, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde arabe et bien au-delà. Comme Hamza l'a dit, le Maroc est un royaume millénaire qui a toujours porté une vision globale vers les 4 points cardinaux. Grâce au leadership clairvoyant de son roi, ce pays est une exception où le vivre ensemble et la coexistence pacifique sont des valeurs essentielles qui éclairent et justifient la singularité des relations que les États-Unis entretiennent à son égard. Que ce soit une administration républicaine ou démocrate, nous partageons toujours des valeurs et le désir de continuer à construire ensemble des relations toujours plus fortes et solides. Au nom de toute l'équipe de votre émission avec le Maroc depuis Washington, je vous souhaite nos meilleurs vœux à l'occasion de la fête du trône. L'épisode d'aujourd'hui était le dernier de la saison et nous avons hâte de vous retrouver dès la fin de l'été. Je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Lindrit. Merci également à nos invités, Hamza El Anfassi, Bonnie Glick et Jason Greenblatt. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Et nos jeunes amis se joignent à nous pour vous dire au revoir. An axolotl. Okay, beautiful. Merci encore. What do you got, Max?